Le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, a renoué le dialogue hier avec les présidents des deux branches du Parlement. La rencontre, qui pourrait mettre un terme à plusieurs mois de conflits ouverts, a eu lieu sur l'initiative de l'organisation Religion pour la paix. En présence de Monseigneur Dumas, de Madame Evodi, prêtresse vaudou, des leaders de l'exécutif et du législatif, se sont engagés à instaurer le dialogue afin d'éviter troubles et bouleversements. Le président Martelly, le président du Sénat, Simon Diossol-Dera, ainsi que le président de la Chambre des députés, Tolbert Alexis, ont adhéré à l'idée de dialogue, tout autant que le sénateur Joslerme Privert, qui avait également assisté à cette rencontre. Le cadre du dialogue a été élaboré, mais n'a pas véritablement commencé, a-t-il fait remarquer. Lors de cette première rencontre, les deux parties se sont engagées à respecter le cadre de base du dialogue et se sont entendus à respecter la prédominance de la Constitution sur les autres lois ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs. Interrogé sur les prochaines étapes de ce dialogue, le sénateur Privert a indiqué que les deux parties devront soumettre 2 points jugés prioritaires, devant également être traités lors des séances de travail. Le président de la République ainsi que les présidents des deux branches du Parlement se retrouveront dans 3 jours afin d'engager concrètement le conciliabule. Chaque partie désignera 10 négociateurs qui seront habilités à trouver des solutions sur les thèmes litigieux. Base fondamentale de tout dialogue entre les deux pouvoirs, faut avoir un engagement clair et non équivoque de la prééminence de la Constitution sur toutes les autres lois. Ça, c'est un point que nous discutons et qu'on accord sur lui. Deuxième point, nous croyons que les deux pouvoirs aussi doivent s'engager pour respecter les prescrits de la Constitution, particulièrement ce qui concernait le principe de la séparation des pouvoirs. Et nous tous cas témoins que ces derniers temps, grand pile déclaration qu'a fait dans la radio, ces déclarations, loin de créer une atmosphère de sérénité, de concorde et de convivialité, les plus à polariser les relations. Et nous croyons, pour que le dialogue là continue, il faut que gagner d'Acadie un bémol qui mettait dans cette déclaration intempestive qu'a fait dans la radio et de part et d'autre, et nous dit clairement certains monde qui soient sous couvert de conseillers ou bien de porte-parole d'autorité qui à longueur de journée qui intervenir dans la radio, qui fait des déclarations qui allaient dans le sens de cette instabilité politique, faut que qu'on appelle à la raison qui fait à ces interventions. On dit les deux délégations adhèrent à ça. Troisièmement, quatrième point nous avons discuté, nous croyons que pour le dialogue là continuer, il faut que les déclarations que nous allons faire, c'est des déclarations qui sont vraies, que nous discutons et nous convenons pour eux. Ce n'est pas pour rien que, pour nous contre réunion finie, le président Dera pas prendre la parole sur la question, nous avons dit que point ça, que nous joignons un accord de principe sur eux, qui c'est base pour ce dialogue là, c'est eux même que nous allons dire. Et cinquième point, pour le dialogue qui a commencé, il faut que chaque partie identifie les irritants ou points prioritaires de désaccord qui y a avec eux, entre eux, et c'est points ça qui pourra déposer sur la table. Et pour cette question, nous entendons que dans un délai de 72 heures, chacune des parties pourra transmettre 2 points prioritaires pour le dialogue là. À religion pour la paix. Ces 2 points ne sont pas définitifs. Au fur et à mesure que nous avons discuté, nous avons dialogué, d'autres points peuvent être ajoutés. Pour l'instant, chacune des parties a soumis 2 points que vous estimez comme des points les plus irritants, les plus importants pour permettre le dénouement de la crise. Des organisations de la société civile, des secteurs sociaux, professionnels et religieux, dont l'ISC et des représentants de l'Église épiscopale, ont exprimé ce mardi leurs préoccupations face à la conjoncture politique actuelle. Et dans une déclaration conjointe, les représentants de ces différentes organisations se sont montrés très inquiets face à la menace qui pèse sur le Parlement et qui pourrait devenir inopérant à partir du 2e lundi de janvier 2014. Suivez les explications d'Andy Aped Jr. et de Ronnie Desroches, 2 signataires d'un document rendu public par ces entités. L'important, c'est que tout le monde connaisse que nous ne pas hésiter devant aucun effort. Rencontrer avec l'exécutif, rencontrer avec parlementaires, rencontrer avec partis politiques, pour que, avec sérénité,
et dans la raison nous fait avancer des décisions qui peuvent très facilement retirer l'angoisse qui a plané sur le pays. Nous pensons que le fait que nous mettons ensemble capable d'aider que volonté nationale qui régit par des institutions qui pénètrent toute racine pays, tout secteur moral et tout département pays. Commencer à mettre ensemble pour aider principalement le président de la République qui a une clé de voûte qui est capable de résoudre le problème ça plus facile. Pour que l'angoisse ça sorti sous le pays, pour nous continuer à équilibrer et puis construire et adresser les problèmes fondamentaux. Donc nous pourrons continuer à mettre ensemble, nous pourrons parler à tout le monde qui concerne et puis nous assurer nous que le message là, et nous demandons nous toutes, un message là avec qui monde qui peut force pour que nous sommes capables d'assurer nous que les dirigeants comprennent l'angoisse nous et ça nous parle qui arrive. Si nous analysons toute crise que nous vivons là-dedans, eh bien, il y a une cause fondamentale. C'est le non-respect de la loi. À partir du moment où les dirigeants n'ont pas respecté la loi, eh bien, à ce moment-là, nous rentrons dans le problème, nous rentrons dans le tchouboum et nous sommes capables d'arriver dans le chaos. Je crois que signification présence, signification de unité que nous avons cherché là et que nous avons manifesté là, c'est pour que nous constituions une société qui n'a pas accepté que les dirigeants nous ont passé la loi, ils ont passé la constitution en papier. Parce que à partir du moment où ils ont respecté la loi, eh bien, nous croyons que nous sommes capables de sortir de la crise et nous ne pas rentrer dans la crise encore. Si il y a une loi qui a un problème, qui n'est pas bon, qui n'est pas adapté, eh bien, il faut que ensemble nous chita pour nous proposer des changements à la loi. C'est pour ça que nous avons des amendements constitutionnels, c'est pour ça que nous avons un Parlement qui peut voter de nouvelles lois, des amendements à telle ou telle loi. Donc, on croit que nous commençons à réfléchir sur tout moyen qui est possible, qui est nécessaire pour nous capables d'imposer à nos dirigeants le respect de la loi. Il ne faut pas que les lois et la Constitution soient capables de représenter simplement une formalité des bagailles qui sont valeur. Dans la perspective des prochaines élections, l'Office national d'identification se renforce. Une sous-commission permanente, ONI-CEP, est mise en place et travaille actuellement sur les modalités relatives à la transmission de la liste électorale au CTCEP, selon une annonce du directeur général de l'ONI, Jean-Baptiste Saint-Cyr, qui rencontrait la presse ce mardi. Et en ce qui concerne le processus d'épuration, environ 12 000 personnes y sont déjà rayées, a de plus fait savoir M. Saint-Cyr. Nous avons travaillé avec CEP et nous avons pour nous une liste partielle. Déjà en semaine, ça, il y a un département. Par exemple, nous avons pour nous NIP demain ou après-demain. Et progressivement, nous avons un premier département, nous avons un deuxième département, parce que nous avons tout département. Maintenant, nous arrivons dans la phase encore, si nous avons une nouvelle requête dans ce sens fait, nous-mêmes, nous avons toujours préparé nous en conséquence pour, en temps et lieu, nous avons CEP en liste. En ce qui a trait à l'épuration, nous-mêmes nous clairs sur ce question ça au niveau de l'ONU. Premièrement, nous avons une démarche que nous faisons dans ce sens. Nous numériser tout acte de décès, le programme de numérisation que nous avons avec l'Archive nationale, et sous base données que nous collectons, nous déjà enlevé près de 12 000 personnes dans la liste déjà. Et que nous constatons malheureusement que la CAI pas nous pas une pratique pour nous déclarer décès. C'est-à-dire que même support nous est supposé gagner comme élément d'information pour nous déclarer épurer base là, nous pas gagner mais information disponible. Parce que loi l'enregistre au niveau de l'inscription communale ou bien au niveau de même commune, constat alarmant dans la mesure où pas joindre monde vraiment qui déclarer décès. C'est-à-dire que données pas exister en tant que tel. Là, il est difficile nous-mêmes pour l'imaginer parce que nous connaissons un monde décédé pour nous retirer dans la base de données. Il n'est pas comme ça. L'autre aspect, tout c'est que nous-mêmes, même le nous avons traité question,
Moun que nous venons découvrir qui mourir, nous pas retirer dans base de données, nous mettons en quarantaine parce que nous-mêmes tout fois nous avons un chiffre de décès. Nous partons d'un principe et que nous allons commencer à renouveler 4 très prochainement. Au fur et à mesure qu'on a renouvelé 4, les gens qui mourent, ils ne peuvent pas tourner, viennent prendre empreinte. Ils ne peuvent pas tourner, viennent renouveler 4. Et là, ça, de fait, a bien une épuration graduelle. Ça veut dire que ça, premièrement, il y a des gens qui nous retirent déjà. Deuxièmement, nous sommes conscients qu'il y a un problème d'indisponibilité d'information. Troisièmement, à cause de la période de renouvellement, graduellement, bazar peut puer. L'État va ouvrir le capital de l'électricité d'Haïti dans le cadre d'un important processus de privatisation. Selon Yves Bastien, du Conseil de modernisation des entreprises publiques, il est envisagé d'impliquer les producteurs privés dans des activités comme le transfert de courant, voire de fractionner également géographiquement le réseau et le proposer ainsi à de nouveaux opérateurs privés haïtiens ou encore étrangers. Dans tous les cas, il n'y aura pas de privatisation sauvage. La privatisation d'EDH entraînera une baisse du prix du courant, une amélioration qui sera obtenue par la rénovation du réseau et des infrastructures, a précisé le responsable du CEMEP. Parce que nous devons être d'accord que le coût de l'électricité est tellement élevé que des gens qui se retrouvent au niveau des bidonvilles avec des revenus avoués de $1 par jour, pas qu'à payer 36 centimes le kilowattheure. D'accord? On dit que le consommer 5 kWh dans journée, ça déjà mettait le $1,80, la fond dollar qui va le payer, il ne peut pas manger. Donc conséquemment, il continue à voler. Et il trouve le normal d'entrer dans la pratique. Compte tenu de problèmes que nous confrontons à lui, c'est arrivé si vous voulez à un découpage territorial. Côté que nous disons aujourd'hui, nous avons 10 départements géographiques. Nous allons voir comment maintenant découper par des discussions avec d'éventuels investisseurs, par des discussions avec d'autres partenaires, par des discussions par des gens qui sont encore en place et voir quel serait le découpage qui intéresserait ces gens-là. C'est-à-dire que comment est-ce que je vais mettre au cas Grand'Anse et Nip ensemble? Est-ce que je vais isoler la Tibonite ou même mettre l'Aix-Centre? Est-ce que je vais prendre l'entièreté du Nord? Quel est le découpage qui pourrait éventuellement intéresser? On est pour que, par exemple, nous fassions business avec eux. Parce que ce n'est pas sauver, non, que nous apprenons. Il se pourrait que intrinsèquement, supposons qu'on quitte le nord-ouest pour compte, il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas rien, eh bien, il n'y a pas d'intérêt là. Parce que justement, il n'y a pas qu'à dégager des revenus qui rendraient son activité suffisamment, c'est-à-dire que profitable dans le temps. Donc, il n'y a pas rien, il vient chercher. Le processus n'a pas prêté justement parce que nous avons des gens qui sont dans le nord, nord-ouest, nord-est ou bien dans le nord, nord-ouest, etc. Quel que soit le découpage, il va falloir gérer tout cela. Pour nous gérer tout ça, il faut nous mettre sous pied un cadre légal et réglementaire. C'est une belle bagaille qui bon Dieu qu'a bandou. L'auteur, compositeur, interprète Jean-Michel Daudier, créateur de l'emblématique chanson L'Embawe Soleila, est décédé ce lundi 14 octobre, terrassé d'une crise cardiaque à New York. Distribué clandestinement, sa chanson L'Embawe Soleila était devenue l'un des emblèmes de l'Haïti libéré au lendemain du 7 février 1986, date du départ du pouvoir du président Jean-Claude Duvalier. Installé depuis 1989 aux États-Unis, le chanteur y avait poursuivi sa carrière. Il laisse derrière lui plusieurs albums. L'Embawe Soleila, l'Embawe Soleila, moi pas qu'à lever, pas qu'à camper, pas qu'à marcher, pas qu'à courir, qu'aime pas content, moi pas sa vie.